Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Alors Audrey, c'est aujourd'hui qu'on connaîtra le contenu de ce rapport très attendu du commissaire Galland sur le fiasco Saclay. On en a tellement parlé du fiasco Saclay. On a hâte de savoir ce qu'il y a dans ce rapport-là. On en a un avant-goût ce matin. La haute direction donc de la SAQ qui risque d'être la principale cible des blâmes du commissaire Denis Galland qui doit remettre son rapport à 11h30 ce matin. Il y a eu des préavis de manquement qui ont été transmis à celui qu'on surnomme l'architecte du fiasco Saclay, Carl Malenfant, dont on a beaucoup parlé aussi. Donc, lui risque d'être blâmé là-dedans. Il réfute l'ensemble des accusations du juge Galland pour l'instant. Il a remis 48 préavis de manquement qui lui ont été envoyés par la commission avant les fêtes. Du côté politique, il y a la ministre Geneviève Guilbeault qui risque d'être sévèrement blâmée. Il y a une partie de son témoignage qui a été jugée non crédible. Et dans les documents qui ont été consultés, il y a l'ex-PDG Nathalie Tremblay, l'ex-PDG Denis Marcellet et l'ancien VP, justement, Carl Malenfant. Ce qu'ils auraient fait, c'est qu'ils auraient manipulé des informations pour dissimuler aux élus l'explosion des coûts et la déroute du projet. Donc, qui savait quoi aux politiques? Ça reste toujours une question. Le fiasco, ça pourrait coûter jusqu'à 1,1 milliard de dollars d'ici 2027, selon l'évaluation du vérificateur général du Québec. Tu sais, ça a été quand même une commission importante, 130 témoins, 75 jours d'audience. Au-delà des grandes lignes qui vont se retrouver dans ce rapport-là, moi, la question que je me pose ce matin, c'est est-ce qu'il va y avoir des conséquences pour qui que ce soit à l'intérieur de ça? Ou encore une fois, au Québec, il n'y aura personne d'imputable. On va donner certains blâmes. OK, ça aurait peut-être dû être fait différemment. Mais en bout de ligne, là, à part vous, moi, là, qui envoyons une grosse partie de notre salaire en impôts, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va payer pour ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va rembourser les 500 millions de trop? Poser la question, c'est moyen d'aller leur chercher ça dans leur pension? Je sais pas. Mais c'est sûr qu'il y a eu ce qu'on appelle du damage control avec la semaine passée, l'espèce c'est même pas une conférence de presse, là, c'est une conférence, là, un PowerPoint là, de Carl Malenfant qui a sa personnalité bien à lui, une personnalité disons, abrasive, qui suscite certaines réactions pour être poli. Et l'autre volet, c'est le politique. Là. Bon, dans le cas de Geneviève Guilbeault, on comprend, lorsqu'il y a un préavis de blâme qui est donné, essentiellement, ce que ça dit, c'est attention, là, vous allez vous retrouver dans mon rapport, puis vous aimerez peut-être pas les conclusions. Ouais. Okay. Qu'est-ce qui va sortir sur Geneviève Guilbeault? Est-ce que ça aura on sait qu'elle ne se représente pas, mais est-ce que ça aura des conséquences politiques à court terme sur elle? Sur sa réputation, sur son image, on le saura là, en cours de journée. Mais moi, si encore une fois, au terme de cet exercice-là, il n'y a personne qui va payer pour ce qui est arrivé, là, on va être les dindons de la farce. Ça ne peut pas constamment être ça au Québec, qu'il n'y ait personne d'imputable. Il faut qu'à un moment donné, il y ait des gens qui soient responsables des décisions qui sont prises. Tu sais, si c'est la haute direction de la SAQ, il y a eu déjà un ménage là-dessus. Mais je peux pas croire qu'on n'est pas capable d'aller rechercher au moins certaines sommes d'argent ou, tu sais, ce sera quoi les suites de ça? Est-ce qu'il peut y avoir des enquêtes plus approfondies? Là, c'est une commission d'enquête, OK? Mais est-ce qu'il y a du mordant ou ça va être encore une fois tabletté? Moi, c'est ma crainte là, à la lumière de tout ça. Là, me range un peu de ce côté-là. Là. Parce qu'on trop souvent, on a été échaudés au Québec, là, Audrey et Isabelle. Quand est-ce qu'il y a eu vraiment des conséquences de quelque chose dans les 30 dernières années? Pas assez. Tant qu'à moi, pas assez. Puis tu sais, quelqu'un qui ferait ça au privé, il se ferait dehors à grands coups de pied, vous savez. Pour bien moins que ça. Pour bien moins que ça c'est clair. Restons en politique. Charles Milliard, qui est le nouveau chef du Parti libéral, un couronnement, parce que il n'y avait pas d'adversaire. Il était à Trois-Rivières hier pour présenter ses grandes priorités. Oui, et là, c'est ça, il a pas mis de temps à afficher ses couleurs. Ce dont il a parlé en premier, c'est l'unité nationale. Il a défendu l'unité nationale. Il a dit que son intention, c'était de repositionner la formation comme le véritable parti de l'économie, donc veut redresser les finances publiques. Il est conscient là, que son premier défi, ça va vraiment être de redonner confiance aux Québécois après toute la crise qu'on a vécue, évidemment, qui a bouleversé le parti
avec le court règne, disons-le comme ça, de Pablo Rodriguez. Il s'en est pris à ses adversaires aussi. Il a insisté sur le fait que le Québec ne veut pas de référendum. Il a critiqué le bilan de la CAQ également. A dit que le gouvernement avait échoué en matière de santé, d'éducation, en plus de ne pas avoir respecté sa parole en immigration. Il a dit, Charles Milliard, je suis nationaliste, régionaliste, fédéraliste et ce n'est pas contradictoire. Donc, il a affiché ses couleurs et comme je le disais, là, veut repositionner le parti comme étant le parti de l'économie. Il y a plusieurs défis qui attendent quand même Charles Milliard. D'abord, un défi de se faire connaître. Hein? Il y a oui, parce qu'on l'a vu dans le Vox Pop dans la rue hier aussi. Ouais. Plusieurs personnes ne savaient pas c'était qui Charles Milliard. Non, puis tu sais, selon des chiffres, c'est à peu près 60 de la population qui ignore qui est Charles Milliard. Alors, tu sais, il y a un déficit au niveau de la notoriété. Mais il y aura aussi, bien au-delà des slogans, puis c'est un excellent communicateur, Charles Milliard, mais au-delà de ça, il y aura des décisions qui devront être prises. De un, qu'est-ce qu'il va faire avec Marois Risky? Oui. Est-ce qu'il va la réintégrer au caucus ou non? De ce que j'en comprends, ils vont en discuter ensemble cette semaine. C'est délicat quand même. Ben oui, c'est délicat. Après ça, il y a toute la question de la marque libérale qui a été écorchée par les dernières révélations des derniers mois. Alors ça, la confiance devra être à rebâtir. Comment le Parti libéral va réussir à sortir de Montréal puis à retourner chercher des appuis en région? Ça aussi, là, tu sais. Puis de quelle façon ce parti-là va se positionner, entre autres, sur la laïcité, sur la protection du français? Alors, je veux bien là, des beaux slogans, mais ça va prendre davantage que ça pour aller chercher la confiance des Québécois. À la une du journal ce matin, le maire de Varennes qui est éclaboussé. Oui, Martin Danfous qui aurait été impliqué dans un projet de revente de terrain dans sa propre ville qui permet à sa fille de faire un profit d'1,5 million de dollars. C'est le bureau d'enquête de Québécois qui a mené cette enquête-là à la suite de signalements concernant Marie-Charlotte Danfous qui a acheté une résidence qui n'était pas en vente pour la revendre par la suite. Le nom du maire figure dans une demande de permis adressée à sa propre administration. Nos collègues du bureau d'enquête ont rencontré le maire à la fin janvier dans ses bureaux et à ce moment-là, il avait reconnu s'être placé en situation d'apparence de conflit d'intérêts, mais une semaine plus tard, il était revenu sur ses positions, sur ses propos et dit qu'il ne considérait plus avoir commis un manquement éthique. Et là, il y a des experts qui estiment que la transaction soulève quand même des questions de crédibilité sérieuses à son endroit. Et aux États-Unis, Savannah Godtree s'est adressée encore une fois au ravisseur de sa mère dans une nouvelle vidéo. Pendant ce temps-là, il y a des éléments d'enquête qui progressent aussi, Audrey. Oui, effectivement. Bon, c'est toujours mystérieux, cette disparition-là de la mère de la présentatrice américaine. Et dimanche, donc hier, elle a publié cette vidéo sur Instagram. Elle s'adresse au ravisseur. Elle dit « Ça fait 2 semaines depuis que notre mère nous a été enlevée. Je voulais simplement vous dire que nous gardons espoir, que nous croyons toujours qu'elle est vivante, que nous croyons toujours qu'on peut la revoir, qu'il n'est jamais trop tard pour prendre la bonne décision. Elle implore donc ceux qui la détiennent de lui ramener finalement sa mère. Les enquêteurs, entre-temps, ont continué leur enquête. Il y a eu toute une perquisition la semaine passée. Ils ont prélevé de l'ADN sur un gant qui a été trouvé près du domicile de Nancy Godtree. Le profil serait complété. Il devrait être passé dans la banque de données du FBI aujourd'hui. Et normalement, le résultat doit arriver dans les 24 heures. Et c'est la 3e semaine de recherche à peu près là, pour retrouver la mère de la présentatrice. Et les enquêteurs n'ont pas identifié de mobile principal encore à sa disparition. Toujours aucune arrestation non plus. Ouais, le temps commence à presser là, pour la retrouver vivante. Charles-Antoine, quelle fin de semaine à Milano Cortina. Médaille d'or du roi des bosses, Michael Kingsbury. Le Canada qui a rincé la France hier. Oui. Et là, on a des opportunités de médaille aussi aujourd'hui. Peut-être 2 des noms qui, pour l'instant, pourraient être porte-drapeau à la fin des Jeux, selon les résultats notamment d'aujourd'hui. Vous vous souvenez peut-être que la première médaille canadienne au début des Jeux, Megan Oldman, en ski acrobatique, elle est en action aujourd'hui. C'est le Big Air. Elle pourrait aller chercher une 2e médaille. Donc, Megan Oldham. Courtney Sarrault, patinage de vitesse courte piste. On sait que la première moitié de cette quinzaine en patinage de vitesse courte piste a été relativement décevante, notamment pour William Dongino, qui va patiner ce matin. Il n'y aura pas de finale chez les hommes. Il y a une demi-finale du relais. Il y a une demi-finale également du 500 mètres. Mais chez les dames, Courtney Sarrault patine sa
distance de prédilection. Dans 30 minutes environ, ce sera la finale du 1000 mètres. Elle y a accédé. Donc, si Courtney Sarro met la main sur une médaille d'or, ce qu'elle est capable de faire, elle aurait 3 médailles, des 3 couleurs depuis le début de ces Jeux. Florence Brunel, la trifluvienne, avait accédé à la demi-finale, mais ne se rendra pas en finale. Kim Boutin s'est arrêtée en quart de finale. Et tu parlais du hockey masculin, mais aujourd'hui, c'est hockey féminin et demi-finale à 15h heure locale entre le Canada et la Suisse. Pendant ce temps-là, les États-Unis vont affronter la Suède et éventuellement, on aura un Canada-États-Unis en grande finale à moins d'une grande surprise. Et je mentionne qu'on pourrait peut-être aller chercher une médaille en patinage artistique de couple. Programme libre, puisqu'après le programme court, Pereira et Michaud sont 3e, donc peut-être on pourrait mettre un pied ou 2 pieds, parce qu'ils sont 2. Ben, ça fait 4 pieds, mais tu commences par un. Hey! En tout cas, c'est une paire. Je vous choisirai le nombre de pieds, mais on pourrait avoir une médaille. Tu fais tes maths 4,36, mon Charles-Antoine? Ouais, ben, je suis pas médaillé. Tantôt. Hey, Isabelle, il y a une radio de Portneuf qui a été piratée. Oui, Portneuf, près de Québec, là, pas Oui. Portneuf-sur-Mer, sur la Côte-Nord, Non. là, Choc FM, qui a été piraté. Donc, tout ce qui avait, toute la publicité, les talons de paie des employés, les chansons, tout a été piraté, moyennant des milliers et des milliers de dollars, ce qui fait qu'en fin de semaine, à un moment donné, il n'y avait plus rien sur les ondes de cette station de Portneuf. Il y a le directeur de la station, Michel Cloutier, qui s'est adressé hier à ses membres, à sa communauté sur les réseaux sociaux, puis il était très, très affecté. Vider les systèmes informatiques, les remettre en fonction, et on sera en mesure, je m'excuse, j'ai beaucoup d'émotions ce matin, ils à la station. On va remettre les systèmes en fonction dans le courant de la journée aujourd'hui, ce qui fait que demain matin, on devrait être en mesure de diffuser à partir de nos locaux de Pont-Rouge. Comme à l'habitude, bien sûr, il va y avoir des éléments qui vont peut-être nous manquer. L'émotion vient du fait qu'ils vont devoir réenregistrer la publicité. Il y a de la pub qui n'est pas jouée. C'est une station indépendante, une des dernières au Québec. Donc, financièrement, c'est difficile pour les médias. Mais là, il faut qu'ils rattrapent tout. Ils ne savent pas qui. Il semblerait qu'ils avaient pris, d'ailleurs, des mesures, là, qu'il y avait 2 disques durs. Il y en a un qui était brisé, l'autre branché au mur. Donc, ça expliquerait pourquoi ils ont perdu toutes les données. Il y a une enquête qui est en cours. Ce qui est curieux, c'est pourquoi cette station-là, précisément. On sait que souvent, quand il y a des attaques comme ça vient de l'extérieur, mais là, je trouve que c'est très ciblé. Bref, c'est curieux. Il y a une campagne de sociofinancement qui a été lancée. Eux autres demandent au public 20 000 $ pour les aider à se retrousser les manches. Pour l'instant, il y a presque 6 000 $ qui ont été amassés par des généreux donateurs sur le site de La Ruche. Mais je peux comprendre l'émotion, là, un coup comme ça. Là, pour reprendre son expression, il dit ça va coûter une beurrée. Là. Essayer de remettre ça sur les rails. Qu'on va souhaiter bon courage à nos confrères.